Donc on va attaquer. Alors, petite précision, parce que ça peut aider certains, c'est vraiment la base du JavaScript. L'objectif, c'est de voir un peu comment on interface JavaScript et 4D avec des fonctions vraiment de base. Donc ceux qui auraient déjà fait du JavaScript risquent de s'ennuyer un peu. C'est juste pour info, s'il y en a qui ont pas mal de recul. Tout le monde reste là. Super, c'est très bien. Donc bonjour à tout le monde, merci d'être tous présents. Valérie, on se fera la bise tout à l'heure. Oui. Ah bah attends une demi-heure avant, moi je mets une vidéo et puis je vais pouvoir prendre un café. Oui, 5 c'est bien. Donc l'idée, ça va être de voir dans un premier temps, vraiment sur des exemples simples, une base qui est déjà paramétrée, on vous donnera un lien pour la récupérer, donc une base qui est fonctionnelle. Alors quand je dis une base, c'est des exemples avec du JavaScript et du 4D qui sont fonctionnels. Et puis j'ai une deuxième base qui est vierge, quasiment vierge, de laquelle vous pourrez partir pour faire des exercices. On va l'utiliser aussi, mais on va faire du copier-coller sur les 22 minutes qui nous restent. Merci Laurent. Ça va faire un peu court sinon. Okay, donc l'idée, c'est vraiment de vous amener, mettre le pied à l'étrier sur l'utilisation de JavaScript dans un contexte de web. Qui n'a jamais fait de développement web en 4D? Oh, non, tu as le droit de lever la main, vas-y. Oui, oui. Ok. Donc dans ce cas-là, je ne rentrerai pas dans les détails. On va regarder comment c'est structuré. Éventuellement, je te donnerai quelques infos après. C'est bon. Donc, au niveau du programme, oui, bah lui, on l'a vu, c'est bon. Repérer. Des choses simples pour bien comprendre les mécanismes. Là, contrairement à la plupart des sessions qui vont être liées à la V16 ou V17, là, les choses que je vais vous montrer étaient déjà valables en V13, en V12, en V11 et bien avant. Ok, donc le plan de travail, c'est une présentation de ce qu'on peut obtenir. Et puis après, qu'est-ce qu'il a écrit? Oh, c'est beau. Donc, faire fonctionner du JavaScript seul dans une page pour voir comment ça marche. Ensuite, faire fonctionner JavaScript en l'interconnectant avec 4D et une fonction particulière qui est HTTP request que j'ai dissocié du reste parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. C'est parti. Alors, il faut juste que je chausse mon petit travail. Donc au niveau de la structure, c'est une structure très simple. Je suis parti avec des mannequins et des films. Non, ne rêvez pas, vous allez comprendre pourquoi. Je les vois tous. Ouais, super. Après le repas, c'est bon. Non, non, non. Regarde. Hop. Ça, c'est pas mal comme technique. Donc voilà la base. Pardon? Ah mince, j'avais oublié. Donc ensuite, en termes d'usage, lorsque je vais utiliser cette base-là, le genre de choses qu'on peut avoir, là j'ai structuré une page toute simple, c'est que des tableaux, que de l'HTML de base, avec un tableau, 2 lignes de colonnes. Là j'ai mis 2-3 infos, on verra comment elles peuvent apparaître. Si je clique ici sur les contrôles possibles qu'on peut faire en JavaScript, puisque l'idée c'est vraiment de voir une base qui est publiée en 4D, puisque là actuellement la base derrière c'est du 4D. Si je tape un texte et que je veux avoir une alerte, au moment où je sors du champ, ça me met une alerte. Fonction de base en JavaScript. Ensuite, si je veux affecter une valeur à une autre zone, ça fait partie des choses que vous pouvez avoir à faire. Vous tapez dans une case sur une page web et vous voulez que ça aille valoriser autre chose. Donc ici, test de recopie. Ça vient bien le recopier à côté. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Après, 2-3 contrôles sur les valeurs qu'on peut saisir. Je tape 10, ça marche très bien. Je tape 200. J'ai une alerte qui me dit, je ne me suis pas embêté avec les accents, la valeur doit être inférieure à 100. Donc on va voir ensuite comment ça fonctionne derrière en JavaScript. Ici, c'est exactement la même chose, mais avec un autre appel, on verra comment c'est fait. Là, des valeurs bornées, c'est-à-dire que si je tape, il n'y a pas que les valeurs qui sont bornées, ça va. Donc la valeur doit être comprise entre 100 et 500, donc ça vous permet de mettre des contrôles au moment de la saisie, lorsque vos utilisateurs tapent quelque chose dans vos pages web, sans faire appel à 4D, puisque pour l'instant on ne fait pas appel à 4D, d'avoir automatiquement des contrôles qui sont mis en place. Ici, c'est la même chose sur une autre plage de valeurs. Après,
on va pouvoir contrôler, par exemple, lorsque j'ai des valeurs qui sont saisies. Pratique, le micro au milieu. Hop. Donc là, tout se passe bien. J'ai mes 3 valeurs qui sont renseignées, il n'y a aucun problème. Si je viens ici, alors le contrôle se fait juste sur le dernier champ, mais on pourrait bien sûr le faire sur les 3. Là, il me dit, vous devez renseigner tous les champs. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui a été fait sur les 3 champs qui sont ici. Et derrière, ça permettrait d'envoyer ou non la validation au serveur. Je vous rappelle, JavaScript s'exécute côté navigateur. Et puis, toujours en JavaScript, j'ai un menu, donc Internet commande, 4D View, et puis pour moi, 4 dérapages, ça arrive souvent. Comment faire pour récupérer à la fois l'indice qui a été sélectionné, ce qu'on a avec des tableaux classiques de 4D, et également la valeur. Ok, ça, premier élément, je passe rapidement pour que vous voyez l'objectif, puis après on va voir comment c'est constitué derrière. Au niveau des contrôles de date, pareil, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai fait 2 exemples tout simples, où je vais ajouter un certain nombre d'années. Donc si je mets 5 ans, les années ont passé, temps d'hiver, temps d'été. Putain, ça met de l'ambiance. Hein. Donc à ce niveau-là, j'ai bien un nombre d'années qui a été ajouté. Ici, je peux ajouter un nombre de jours, par exemple 12 jours. J'arrive au 31 mars, ça m'indique que c'est la date de fin qui a été modifiée, mais en fait, j'appelle une fonction en arrière-plan qui, si je modifie la date de début ici, si je mets par exemple la date de fin, pardon, ça va recalculer le nombre de jours. Ok, donc tout ça sont des petites choses dont on a besoin régulièrement quand on fait un développement web basé sur 4D. Bon, tout ce qui va être formulaire, zone de saisie, etc. Là, derrière, j'étais un peu sauvage, j'ai globalement pas mis de formulaire, juste des champs, pour qu'on soit limité à la base. Tout à fait. Après, possibilité, et ça c'est intéressant, de pouvoir afficher ou masquer, tiens, quand il veut, il réagit, et par exemple afficher le superbe mannequin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vois les oreilles qui se dressent là. Attention, vous la connaissez? Bon, donc c'est noté là, on est là pour bosser, donc Arbeit. Ok, donc ici, possibilité en tout cas, c'est l'objectif, d'afficher ou de masquer une zone à l'écran, tout ça en JavaScript. Pour l'instant, il n'y a pas eu un appel à 4D, si ce n'est l'affichage des pages. Et puis là, un petit élément complémentaire où je peux voir la liste de tous les mannequins. Alors, comme vous le repérerez, hein, c'est du mannequin Disney. Et dans les choses qui sont intéressantes, il y a la possibilité, donc afficher, masquer. Hein, je peux afficher la liste ou la masquer. Mais je peux également ici, et vous voyez que la réaction n'est pas la même, on verra pourquoi. Parce que d'un côté, j'ai ma liste, ma zone qui s'agrandit. Ici, si je masque, ma zone reste quand même avec un agrandissement qui est lié à la liste, qui est en arrière-plan. Et dernier élément, enfin pas dernier élément, d'ailleurs il y en a un autre avant, pardon, c'est la possibilité de faire un double-clic. Là, je suis sur une ligne. Si je double-clique sur une ligne, ça m'affiche une page dans laquelle, là j'ai mis une modification que là-dessus, c'est un ours velu, ça arrive. Hop. Et lorsqu'en fait je sors du champ, là ça envoie de l'info à 4D, et donc ma fiche a été mise à jour. Donc si je reviens en arrière et que je recharge ma page, j'ai bien ici un ours velu qui a été mis à jour. Ok, donc tout ça, fonction de base classique dont on peut avoir besoin. Dernier élément, en termes de fonctionnalité, c'est le fait d'avoir une liste qui est issue de 4D. Donc elle a été dessinée à partir des données qui sont dans 4D. Et lorsque je choisis ici un paysage, un personnage, je suis tombé sur Hades au hasard, et bien automatiquement ça m'affiche la taille du personnage, normalement c'est marqué ici en nombre de centimètres, et le dessin animé dans lequel il a joué. En Pumba, c'est dans... On voit qu'il y en a qui ont des gamins. Ok, donc globalement, en termes de fonctionnalité, c'est ce qu'on va aborder. Oui, c'est que des choses simples, mais globalement des choses qui servent au quotidien. Qui a déjà été confronté à ce genre de problématique? Allez, 6-7 personnes, c'est bien. Pour les autres, ça va être une découverte. Donc ce qu'on va faire, il est 50, on est censé arrêter à... Bon, c'est parti, vous êtes concentrés? 13h30, 14h.
ça va. On va prendre un petit café vite fait. Alors maintenant, comment ça se passe tout ça? On va revenir au départ sur les contrôles. Et principe de base, je tape quelque chose, comment je fais pour avoir une alerte? Donc en JavaScript, vous le savez peut-être, il y a un certain nombre d'événements qui sont disponibles. Donc là, je vais passer sur la deuxième base, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est vide, où là, pour l'instant, il ne se passe rien. Petit rappel pour tout le monde, pour qu'une base puisse publier des infos, on va revenir sur le fond. Ça, c'est la structure que vous aurez, une structure avec le dossier web, etc., qui est préparamétrée au niveau des pages. Au niveau du JavaScript, vous n'aurez rien à écrire sur les fonctions que j'ai utilisées. Et les images, vous les avez avec. Les droits d'auteur, ça sera votre problème. Donc à ce niveau-là, j'ai une base 4D qui initialement, si on va voir dans les propriétés, a besoin au niveau du web, si possible, d'être lancé au démarrage du serveur, c'est pas mal. Et puis, je vous le rappelle, qui doit préciser là quel est le dossier web à utiliser, et qui, par défaut, 4D paramétré comme ça, va envoyer une page qui s'appelle index. Or, nous, je vous le conseille, c'est de dégager ça, je voulais dire le supprimer, l'effacer, le faire disparaître, de manière à ce que ce soit vous qui choisissiez la page que vous voulez envoyer. Ça, c'est important. Donc là, on fait OK. Ensuite, pour que ça fonctionne, donc ça, c'est petit rappel pour tout le monde, une méthode sur authentification qui est censée vous renvoyer un $0 qui est à vrai ou à faux. C'est assez gros, le code? C'est mieux comme ça? OK, donc normalement, au préalable, on va avoir ces variables-là de $1, $2, 5, $6, voilà, enfin presque. OK, qui sont les 6 paramètres par défaut que reçoivent les deux méthodes sur authentification et sur connexion web. Donc là, on autorise d'emblée. Vous pouvez bien évidemment ici mettre un système de mots de passe personnalisé qui va renvoyer vrai ou faux selon les critères que vous avez définis. Donc ça, c'est fait. Et puis, de manière à compenser ce que j'ai supprimé tout à l'heure, c'est-à-dire la page index.html, dans la méthode sur connexion web, on va faire un web envoyer fichier, et là on va définir qu'on a envie d'envoyer la page qui s'appelle index.html. Donc c'est nous qui le définissons, sachant que vous pourriez ici bien sûr avoir selon le cas, selon qui se connecte à votre site web, du index FR, index EN, index US, etc., voire d'autres pages. OK, donc on va déjà vérifier que ça fonctionne bien. Donc je reviens sur mon navigateur, là je suis sur la base de test. Si je recharge, a priori, ça a répondu. Donc c'est que 4D a bien envoyé la page. On va quand même le vérifier avec un point d'arrêt, on ne sait jamais. Efficace. Je suis sur quel 82, c'est le bon. Alors il y a juste une chose que j'ai oubliée, qui est, ceux qui connaissent, d'arrêter le serveur web et de le relancer. Eh oui. Et là, ça devrait aller mieux. Recharger, je suis bien en attente. Donc là, je passe bien dans 4D. D'accord? Donc là, c'est bon et je retrouve, en effet, oui. Là, je retrouve ma page qui n'est pas complète. Si je fais CTRL, j'ai rien dedans, etc. Donc là, après, on va faire du copier-coller dans les pages. Donc la seule chose que je vais faire, c'est démarrer cet outil-là que je vous conseille, qui est gratuit et qui est pas mal du tout. Et donc, dans les pages, actuellement, celle-ci, je vais la virer. Donc, la page index, je vais plier toute la partie supérieure. Puisque vous connaissez tous les liens, j'ai fait des choses toutes simples. C'est du href /control /date /affiché /quiz. Facile à dire tout ça. Okay, c'est ce qui apparaît là sur la gauche. Et donc, lorsque je clique, si vous regardez en bas à gauche, je vais essayer de zoomer là-dessus, ici, en bas à gauche là, enfin la gauche pour vous, l'autre gauche, oui, on voit bien que ça va rappeler le même serveur avec la bonne page.
Ça veut dire que dans le surconnexion web, ici, je vais récupérer dans une variable que j'appelle URL mon $1, donc c'est le premier paramètre qui est envoyé. Et ici, je vais pouvoir faire un au cas où, $URL égale, et par exemple, slash, qu'est-ce que j'ai, contrôle. Et à partir de là, faire un certain nombre de traitements. Il se trouve que dans ma page web, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des variables ici qui sont si une variable contexte est égale à contrôle, inclus-moi la page contrôle. Donc on va regarder maintenant la structure du dossier web, ici. Si ça va trop vite, vous me dites. Vu le délai, j'essaie d'accélérer un petit peu. Donc au niveau du dossier web, j'ai juste ma page index au départ, 4 dossiers, CSS, images, JavaScript et pages. Et dans mes pages, j'ai mis les différentes pages qui nous intéressent, dont la page contrôle. OK? Donc c'est pour ça que dans mon code ici, j'ai bien un slash page, n'oubliez pas le slash, ça permet bien de repartir à la racine, slash page, slash contrôle. Donc théoriquement, si je fais ça, il va falloir que je détermine une variable vContext, ici, qui va être égale à, comme je l'ai écrit là, contrôle. Je vous conseille franchement le copier-coller, ça paraît bête, mais vous gagnerez beaucoup, beaucoup de temps. Donc on va tracer ça, voir si ça fonctionne. Je reviens sur ma page, si je clique sur date, là il est en stand-by dans 4D. Quel est mon URL? J'ai bien reçu slash date, donc là, il va juste nous renvoyer la page HTML. Si je clique sur contrôle, ici, il rentre bien, il valorise ma variable qui aurait dû être typée, bien évidemment. Donc cette fois-ci, elle va exister. Et à partir de là, il me renvoie bien une page avec les contrôles. Donc j'ai mis la page exactement identique à celle que vous avez vue tout à l'heure, sauf le JavaScript, de manière à ce qu'on voit comment ça fonctionne. Donc à la base, ici on avait vu, si on tape un texte, coucou, quand je sors, ça me met une alerte. Comment faire ça? C'est super simple. On va ouvrir dans la base qui s'appelle, il y aura deux bases, vous avez la finale, qui contient l'ensemble de tout ce que vous avez vu fonctionner, et celle de départ qui contient le masque, mais sans JavaScript. Donc dans cette page-là, si je reprends contrôle, on est sur du classique, forme, ah si j'en ai mis quand même, table, tr, td, afficher un message, et là j'ai un input. Et à ce niveau-là, il suffit de lui faire onChange. Alors l'outil est bien parce qu'il vous aide à taper le code. onChange, alerte. Et là, qu'est-ce qu'on veut mettre en alerte? On peut mettre juste un message, puis on verra le message en question, mais là on veut mettre le contenu du champ. Donc vous l'avez vu ce matin avec Laurent, ça tombe bien. Comment je fais pour appeler un objet this? Donc ici, vous faites this.value. Bon, c'est? Oui? À peu près? De toute façon, les principes restent les mêmes. Et donc, si je reviens là, bien évidemment, il faut que je recharge ma page. Et ici, on va essayer. Oh, c'est beau. Sans rire. Vous êtes fiers de vous? Une demi-heure pour faire une alerte, c'est balèze. Affecter une zone à une autre. Donc là, ça va nécessiter un élément complémentaire. C'est que, donc là, c'est la deuxième partie qui est ici. Affectation d'une valeur à une autre. J'ai un premier champ de saisie dans lequel je vais taper, et j'aimerais que ça aille dans le deuxième. Et pour que ça aille dans le deuxième, on va utiliser, et ça je vous le conseille grandement, pour tous vos objets JavaScript, leur mettre un identifiant. Même si vous ne l'utilisez pas, vous verrez que ça vous est utile. Donc là, pourquoi je l'ai appelé valeur avant? Amuse-toi, je ne sais pas pourquoi. Et là, de la même manière, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est lorsque j'aurai saisi dans mon premier champ, que ça aille mettre la même valeur dans le deuxième. Donc ici, pareil, onChange égale, entre guillemets, et à ce niveau-là, si j'ai voulu le faire proprement tout à l'heure, pardon, il eût fallu que je tapasse. Si, c'est bon. T'as pas 100 balles, ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher, comme on ferait en 4D, l'identifiant de cet objet-là, avec la notation comme celle qu'on a vue ce matin, document.identifiant
getElementById, c'est-à-dire récupère une sorte de pointeur vers l'élément par son identifiant. Et l'identifiant, c'est celui-ci. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pointé l'objet. Donc, de la même manière, je vais dire, je veux que sa valeur, merci Laurent d'être passé ce matin pour tous ceux qui ne connaissaient pas. Donc, je veux que la valeur de l'objet défini par un identifiant qui s'appelle machin soit égale à quoi? 10.value. OK? Ça marche? Donc, on se teste ça. Contrôle. Si je viens ici, passe à côté et ça marche. OK? Alors, ensuite, l'idée, c'est pas de faire toutes les valeurs comme ça. Donc, on va faire un petit peu de copier-coller que je vais vous expliquer vu le délai pour qu'on puisse aborder le reste. Le principe, on va l'ouvrir ici au niveau des deuxièmes contrôles qui sont là. Donc, il y a une petite chose que je n'ai pas faite. Vous avez vu, je suis obligé, au moment où j'arrive sur la zone, je suis obligé de la sélectionner et de l'effacer. Donc, ça pourrait être sympa, au moment où je clique dedans, que directement, elle s'efface. Parce que quand on a marqué taper un texte. Donc, ça se fait de manière très simple, de cette manière-là. Je vous l'ai mis ici. OnFocus, 10.value égale vide. Ça marche pas mal. Il y a 50 000 manières de le faire, mais donc ici, je peux rajouter différents événements. Comme dans 4D, on va sélectionner différents événements. Mais là, on peut les mettre ici. OnFocus, 10.value égale alerte. Puis on va le faire sur les autres aussi, tant qu'on y est. Donc si je reviens là, il faut que je recharge ma page. Quand je clique, ça efface bien mon texte, j'ai plus qu'à taper. OK? En ce qui concerne les contrôles de saisie, borne haute, etc., on va avoir une première option ici, directement dans le code, et après on fera un appel à une fonction JavaScript. Donc là, je prends le texte qui est déjà réalisé. Et ici, je vais venir recopier tout le unchange, et on va l'expliquer. Bon, je vais faire ça comme ça ira plus vite. Copier. Donc, borne haute, c'est ici. Donc, on a bien un texte qui nous dit un champ de texte, taper une valeur inférieure à 100. Et là, on va venir le vérifier en lui disant onChange. Si je le change, il doit me manquer un truc. Oui, merci. Et heureusement qu'ils sont venus. Finalement, ils discutent, mais ils sont bons élèves. Donc, la question, c'est quoi? C'est se dire, je dois mettre une alerte avec le texte qui est ici. Raté. Une alerte avec le texte qui est ici, à condition que la valeur soit supérieure à ce qui a été défini. Donc là, la valeur, je l'ai définie supérieure à 100, ici. Et puisque en HTML, on ne saisit que du texte, là, j'ai fait un petit truc simple en me disant, quelqu'un qui a tapé 1 espace 500, il faut que je convertisse ça en valeur entière. Donc là, j'ai fait simple. Donc j'ai pris this.value, que vous connaissez maintenant, une fonction replace, donc remplace-moi les espaces par rien. Tout ça, tu me le convertis en numérique. Pardon? Oui, mais ça donne une idée de... Et ici, le résultat, s'il est supérieur à 100, on mettra l'alerte. Donc on va vérifier si ça fonctionne. Je recharge ma page. Je clique ici. On se sent. Donc j'ai bien mon texte qui fonctionne. OK? L'autre à côté, on va faire appel à une méthode, enfin une fonction JavaScript qui est enregistrée. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple parce que taper du code comme je viens de le faire là, ça devient rapidement illisible. En plus, on peut avoir différentes fonctions, on peut séparer par des points-virgules et enchaîner le tout. C'est assez dur à maintenir. Donc c'est pour ça que j'ai créé ici une série de JavaScript avec quelques commentaires quand même. Donc j'ai mis une fonction alerte valeur qui prend comme paramètre l'objet concerné, la valeur limite et le texte qu'on doit afficher.
Derrière, comme l'a fait ce matin Laurent en 4D, var, donc on définit une variable quelconque, qui est la conversion en numérique du remplacement en texte du champ en question. Et puis là, on retrouve exactement le même code. Hein. J'affiche le texte d'alerte si. Donc pour tous ceux qui n'ont jamais fait de JavaScript, c'est pour ça que j'ai fait des petites fonctions. Ça vous permet de voir l'histoire des accolades, l'histoire des points-virgules. S'il y a un truc à retenir en JavaScript, c'est le point-virgule. Et le fait que les séparateurs de paramètres, je me fais encore avoir très régulièrement, ce sont des virgules et pas des points-virgules comme dans 4D. Donc à partir de là, on va appeler cette fonction de JavaScript. Je vous ai mis au-dessus comment faire. onChange, alerte 10 valeur machin. Donc on prend ça, on va venir le mettre ici dans JavaScript de départ. Et donc dans la deuxième zone de saisie, on va lui mettre ça, en lui disant que l'objet c'est 10 lui-même, que la valeur maxi c'est 400, et puis ici c'est alerte blabla, le texte que vous souhaitez. J'enregistre, je repasse là-dessus, et dans cette deuxième partie où j'aurais pu tout sélectionner, si je tape 200, pas de problème, si je tape 600, j'ai bien alerte blabla. Ok, donc ça vous permet de commencer à faire des fonctions, et puis vous verrez qu'il y en a quelques autres dans 14h07, c'est bon. Ok, donc borne haute, borne basse, le principe est exactement le même, vous aurez le code. Contrôle des valeurs obligatoires, on va regarder comment c'est structuré sur la version finale. Hop, donc. Les trois champs sont là. Je zoome. C'est visible? Ouais, oui. Champ 1, champ 2, champ 3. Et seulement sur le troisième, j'ai fait un onChange et j'appelle ma fonction JavaScript. Et la fonction JavaScript en question, elle est ici. Là, pardon. Contrôle saisie. Et là, je vais directement créer des sortes de pointeurs vers les objets dont l'identifiant est vchamp 1, vchamp 2, vchamp 3. Et après, je teste, comme en 4D, si la valeur de mon champ est égale à rien, ou la valeur de mon champ est égale à rien, ou etc. Mets-moi un message. OK? Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, c'est juste une conversion de ce que vous savez faire en 4D en JavaScript. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va pas trop vite? Il y en a qui dorment dans le fond. Ah non. Étape suivante. C'était récupérer, parce que ça, vous aurez à le faire, enfin le reste aussi, hein, mais récupérer la valeur, l'indice au soleil, c'est bien connu, et le texte. Comment ça se passe? On a dans un premier temps à ce niveau-là un select, je pense que tout le monde connaît le principe du select, avec option, la valeur et le texte qui est affiché. Et donc on va récupérer l'un ou l'autre, enfin l'un et l'autre en l'occurrence. Ça se passe comment? Ici dans JavaScript, ah ils ont déjà fini. Il y en a qui ne glandent pas. Hein. Alors, là je recopie tout et puis on va le détailler. Et je l'ai fait exprès tout sur une ligne pour vous montrer à quel point ça peut être ennuyeux, je suis resté poli, de gérer ça. Donc dans le select ici, qu'est-ce qu'on a? Le même principe, document getElementById, valeur select. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là, valeur select? Tiens, qu'est-ce que j'ai pu oublier? C'est quoi? Ce sont les deux champs qui sont pour vous à droite. Donc l'autre droite. Donc en effet, j'ai un champ qui s'appelle valeur select, qui est ici. J'en ai un autre que j'ai appelé texte select, qui est ici. Et la séparation entre les deux commandes JavaScript, elle est là, ici. Donc là, je lui dis la valeur de l'objet défini par son identifiant.
sera égal à this.value, c'est-à-dire la valeur qui est définie ici. Ça n'a rien de bien compliqué. Pour récupérer le texte, c'est un petit peu plus complexe. Alors, rien de monstrueux non plus. Là, même principe. La valeur du texte, etc., sera égale au texte de l'option sélectionnée. Hein, donc, c'est 10.option. Chaque objet peut avoir un certain nombre d'options. Et dans les options, on veut le selected index de this, parce qu'on pourrait aller chercher le selected index d'un autre. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est l'index, l'équivalent de la variable associée au tableau en 4D. Quel est l'indice qui a été choisi? Et je veux récupérer le texte correspondant. Ça marche? Et donc le résultat, vous l'avez là, sur celui-ci, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est bon? Oui, oui. Non, c'est pas rapace. Si votre rapage se rapporte. Enfin bon. Au niveau des dates, c'est un petit peu plus complexe. On ne va pas tout détailler. On va juste regarder le JavaScript en question. Donc, sur la base finale. Donc là, je vais refermer les contrôles. Donc, c'est fermé. Sur la base finale, la page des dates. Ici, là, j'ai mis date de prochaine visite, comme si c'était une... Donc, toujours pareil, petit à petit, on va passer à quoi? On va passer tout simplement à des fonctions JavaScript qu'on va appeler et mettre de moins en moins de code dans le onChange ici. Donc, il y a une méthode qui s'appelle, enfin, une fonction qui s'appelle date de prochaine visite, qui va aller piocher les infos à droite à gauche. Donc, on va regarder ça. Date de prochaine visite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toujours le même principe, c'est pour ça que c'est important de donner des identifiants. On va récupérer la date source, le nombre d'années, donc getElementById, nombre d'années, on en récupère la valeur, on a récupéré la valeur de la date, et après, ça c'est une fonction JavaScript, enfin des fonctions JavaScript, un cumul de fonctions pour rajouter le nombre d'années et régénérer une date. OK ? L'autre est un petit peu plus complexe, mais en la détaillant, vous comprendrez, c'est le fait d'ajouter un nombre de jours, un peu plus soux, avec notamment le fait de pouvoir recalculer la différence entre les dates. Parce que je vous rappelle, si je mets 3 jours, puis si après ici je mets le 30, ça recalcule bien le nombre de jours. Donc tout ça, vous l'avez ici, dans cette partie-là, où, selon le même principe, je récupère 3 variables. Et après, en fonction du type de calcul, alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un paramètre qui a été passé lors de l'appel. Lors de l'appel de la fonction, ici dans les dates, vous voyez, j'ai dit, je vais refaire un calcul sur les dates, mais tu me recalcules la fin. Si je saisis le nombre de jours, tu me calcules la fin. Si je saisis la date de fin, tu me recalcules le nombre de jours. Donc en fonction de ça, ici, on a un switch, si c'est fin, si c'est début, si c'est le nombre de jours, et puis on mouline un peu de JavaScript, vous aurez l'exemple sous le coude. OK ? Et j'en profite ici pour rajouter un commentaire sur le type de modification qui a été effectué. Puisque je peux pointer en fait vers un objet en disant cet objet, la valeur de cet objet-là doit prendre telle ou telle valeur. Ça marche ? Étape suivante, afficher ou masquer. Donc, allez, je vous la remets, je sais que vous la vouliez. Moment. Donc à ce niveau-là, afficher ou masquer, ça peut fonctionner de deux manières différentes. Qu'a-t-on dans la page qui s'appelle afficher? Je vais prendre sur la base finale. Ici, j'ai défini ce qu'on appelle une div. Une div, c'est une espèce de bloc. Pour faire simple, ça pourrait être juste un objet. On peut très bien afficher ou masquer juste un objet. Là, j'ai créé une div. Je l'ai appelée coucou, la voilà, ça va de soi, avec une image qui vient de la liste des images, du texte autour, etc. Et donc, au démarrage, vous avez vu que ça ne s'affichait pas. Et à un moment donné, je vais pouvoir l'afficher en lui disant document getElementById machin, style, visibility, visible,
ou hidden. Pas plus compliqué que ça. Donc ça vous permet, en fonction de conditions, et maintenant que vous savez utiliser des objets, vous pouvez très bien, lorsque quelqu'un clique sur une case à cocher, faire en sorte d'afficher des infos à côté. C'est bon? Alors maintenant, comment j'ai fait pour que ça se masque au départ? Là, je l'ai fait de manière un petit peu violente. D'ailleurs, c'est pas sur celui-ci. Pourquoi je ne l'ai pas sur celui-ci? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Tiens, je ne sais plus. Pourquoi je ne l'ai pas là d'emblée? Parce que normalement, je l'avais mis, sauf erreur. Ah, mais attends, ça, c'est pas le bon index. C'est l'index gauche. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, là, c'est un peu violent, hein, mais au démarrage, on a moyen de lui dire, au moment où je charge mon formulaire, hein, on va faire du 4D, onload, exécute telle ou telle chose. Donc là, je lui dis d'emblée, coucou, la voilà, tu la masques, je ne veux pas la voir. Mais c'est-à-dire qu'il va même chercher la masquer quand ce n'est pas la bonne page. Donc ça, c'est très discutable. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va ici faire un appel à une fonction JavaScript qui s'appelle masquer. On lui passe un paramètre qui est le contexte, comme je l'ai fait tout à l'heure. En fonction du contexte, on dira j'affiche, je masque, etc. Ok, donc là, c'est masqué ici. Et c'est réaffiché quand on clique sur les boutons là. Et alors, chose importante, on va le voir sur la page suivante avec le quiz, c'est là, en fait, je ne fais que cacher l'objet. D'accord? C'est-à-dire je rends invisible, mais il existe bien, il est là, il est présent. C'est pour ça que la page était complète, puisque lui a tracé, enfin sur l'autre liste, il a tracé la liste complète et il dit tu veux pas la voir, je te la masque. Mais il a quand même pris la place à l'écran. Donc ça, c'est l'étape suivante. 17, on est bien, c'est à 25 hein, qu'on arrête. 25. Nickel. Donc ici, afficher la liste, ben là j'utilise ce qu'on vient de voir, style, visibility, visible ou hidden. Et à côté, j'utilise autre chose, et vous voyez que d'emblée, ça va masquer le tout. Comment c'est fait? Donc je vais refermer afficher, je vais refermer index. Et ici, je vais ouvrir sur la base finale le quiz en question. Et là, je vous ai mis les deux possibilités de le faire, c'est pour ça qu'il y a les zones. Tel qu'on l'avait vu jusqu'à présent, c'est onClick, visible, visible hidden. Et là, c'est display, c'est-à-dire afficher ou pas, carrément. Donc c'est je veux l'afficher ou je ne veux pas l'afficher. Et donc il peut très bien être affiché mais invisible. Mais si je le rends visible alors qu'il n'est pas affiché, ça ne marchera pas. C'est pour ça que quand vous ferez des tests, si je fais masquer la liste, je peux toujours essayer d'afficher les mannequins, ça ne marche pas. Il ne peut pas afficher des mannequins dans un objet qui n'existe pas. Si je fais afficher la liste, voilà, s'il te plaît, ben voilà, ça fonctionne tout de suite mieux. Ok? Ça marche? Donc, il nous reste deux choses à voir. Et on a bien fait de pas... Oui, c'est très bien. Après, question-réponse, il y en aura. Donc, le principe du double-clic. Comment ça se passe? Déjà, l'appel de cette liste-là, d'où vient-elle? J'en suis où? Je suis là. Donc, la liste, c'est toujours la même, hein, div coucou la voilà, avec table, border, des noms, etc. Et ici, une boucle sur les enregistrements. Bien évidemment, dans la méthode sur connexion web, je l'ai fait au préalable, tout sélectionné, un peu violent. Et là, j'ai le onDoubleClick. Et en fait, quand on fait ça, sur double-clic, ça va envoyer, selon ce qu'on veut, la manière dont on veut le coder, là, tel que je l'ai codé, ça va envoyer une URL à 4D qui est slash quelque chose, slash autre chose. Donc, ce que je fais, c'est lui, j'aimerais voir la fiche du mannequin. C'est moi qui code comme ce que j'ai envie de recevoir dans 4D. Et je lui passe comme paramètre l'identifiant du mannequin. Donc si on regarde le code source, ça nous donne ça. Si je vais tout en bas, je me retrouve bien avec ça. Sur timide, il va me demander affiche du mannequin. J'avais mis des UID. C'est plus facile à regarder. À apprendre par cœur pour tout à l'heure. Ok. Ah merde, les questions-réponses, c'est vous qui posez les questions. Pas top ça. Alors,
On va regarder ce qui se passe en 4D. Donc, je vais mettre un point d'arrêt là-dessus. C'est sur la copie. C'est donc ici. POMCA base sur connexion web. URL ici. Et donc, double-clic sur Esmeralda. Je mets mon contexte. Là, j'ai mon URL qui est bien /mannequin/ etc. Là, c'est un peu violent. Hein, j'aurais pu chercher les slash. Enfin bon, 50 manières de le faire. Là, je voulais faire simple. J'ai récupéré un numéro de fiche. Je ne teste même pas. Je suis tellement sûr de moi que je considère qu'il est là. Et je le cherche. Et j'ai trouvé Esmeralda. Ouais. À l'heure de vous quitter, c'est génial, non? Merci. Ah, ils sont sympas à côté. En fait, je ne sais pas s'ils suivent vraiment, mais bon. Donc, à partir de là, il y a ça. Deux éléments. Si je modifie femme de ma vie et que je fais tabulation, c'est là où c'est intéressant. Si, je vous le dis. On va regarder ce qu'il y a dans mannequin fiche. Et là, j'ai ça. Il me reste 4 minutes, on aura le temps. J'ai créé une méthode qui s'appelle mise à jour champ. Je lui passe un texte pour savoir ce qui m'arrive quand je suis dans 4D, ce n'est pas toujours simple. Je vais passer l'identifiant du mannequin, et là, tel que je l'ai codé, j'ai mis numéro de table, numéro de champ. Et je lui envoie comme dernier paramètre la valeur qui a été saisie. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, mise à jour champ, c'est du code JavaScript. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je vais appeler une méthode JavaScript en lui passant un certain nombre de paramètres. Donc là, ça va être un petit peu tendu, je vais aller plus lentement. Je lui passe un certain nombre de paramètres. Et cette méthode call4d unique, je l'ai mise à part. Elle est là. C'est recherche XHR pour XML HTTP request. Alors on va faire simple. Vous avez vu, j'ai dit, je vais appeler 4D. Je vais lui passer une méthode et un identifiant d'objet. La méthode va être appelée ici sous forme de 4D action. Vous voyez, le nom de la méthode que j'ai passée en paramètre va arriver ici. Et lorsque ça sera revenu de 4D, j'ai ici get element by id object value. Et donc, il me renvoie la réponse à la requête. Il me la met comme valeur dans l'objet. Bon, ça, ce n'était pas obligatoire, puisque là, je viens de saisir dans l'objet. Et donc, là, on ne va pas tracer ça, sinon on n'est pas arrivé. On va tracer par contre la méthode 4D. Donc la méthode 4D s'appelle, je reviens là-dessus sur mise à jour champ, outil web. Et cette méthode-là va recevoir, donc là on est sur ici, mise à jour du champ. Et mise à jour du champ, on va récupérer, on va se mettre en trace pour savoir ce qu'on reçoit. Donc femme de ma vie, tabulation. Donc là, théoriquement, il est arrêté dans 4D. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu en fait, je vais le mettre là-haut, hop, pomme D. Il a reçu tout ça, que je vais découper, puisque j'ai le numéro de table, le numéro de champ, le texte à taper, l'identifiant de ma fiche. Et je sais, moi, pour savoir ce que... Ça me sert strictement à rien. Si ce n'est visuellement à savoir ce que je suis censé traiter. C'est une sorte de suivi. Et après, j'appelle une méthode, vous verrez le contenu, mais cette méthode-là va récupérer, va découper le texte, récupère les identifiants de la table, et ensuite va convertir, je vous le disais dès le départ, le texte reçu en fonction du type de champ, le mettre dans le champ et enregistrer. OK ? Ce qui est renvoyé, c'est une chaîne, tout à fait. Alors attention, là c'est l'inverse. On reçoit un texte qu'on veut convertir. Si c'est la taille ici, si je lui envoie, elle fait 1,82 m, il faudra bien que je le convertisse. OK ? Et dernière chose, c'est ça. Le principe est le même. Quand je choisis ça, il vient me saisir des infos et j'arrêterai là-dessus. C'est le même appel. Si je reprends le quiz, c'était où? C'était là. Et ici, de la même manière, je lui dis, lorsque dans mon select,
je change la valeur. Donc tout ça, c'est les paramètres à envoyer. Et je l'appelle 2 fois. Une fois pour, le nom pour la taille du mannequin et une fois pour son film. Et dans le film, en fait, quand je veux info mannequin, je veux récupérer le film, le nom du film. J'ai un petit bout de code qui va me chercher en fonction de la personne que j'ai sélectionnée, une jointure ou un chargé sur lien, ça dépend de votre structure, pour récupérer l'info. OK? Alors c'est très rapide, désolé, on a commencé un peu en retard, on finit à peu près à l'heure. En plus, ouais. Et ça fait 6 mois que je suis dessus. Donc, si vous avez des questions, éventuellement, pour l'instant, je vous le précise, la base n'est pas sur les clés, parce qu'on a décidé de faire ça assez tardivement. J'espère que ça vous sera utile. Certains connaissaient déjà et m'ont aidé, merci. On vous enverra un lien pour que vous puissiez récupérer les 2 fichiers tels que vous les avez vus là, avec tout le code compris, etc. C'est pas grave. C'est l'ordinateur de Laurent? Non, je déconne. Des questions? Oui. Oui. Il faut le moral. Tu as Firebug dans Firefox. Et puis, quand tu as des erreurs, par exemple, je vais faire exprès une erreur. Oui. Imagine, je vais faire une erreur ici exprès. Tu vois, je vais enlever ça. J'enregistre. Et quand je reviens sur ma page, donc je vais recharger ma page pour qu'il y ait bien l'erreur. Là, il ne se passe rien. Et ici, tu peux, moi je fais pomme majuscule U, ça m'affiche, alors c'est dans développement, je ne sais plus quel est le... Il faut activer les outils de développement. Et à ce niveau-là, tu vas avoir les erreurs. Et là, il va te dire, écoute, j'ai un identifieur que je ne connais pas, outil web, c'est quoi ton truc? Et il peut même, quand tu double-cliques, t'amener sur le code pour que tu vois où il y a un problème. C'est pas top, mais c'est pas mal quand même. Oui. Et une chose, si vous faites ça sur Safari, pensez à refermer quand vous rechargez vos pages, parce que sinon il reste coincé dessus. Si je recharge ma page, il reste coincé comme ça, donc il faut refermer pour qu'il puisse réafficher. C'est un détail.